Toute ma vie, je m'étais fait une certaine idée du général de Gaulle. Celle d'un homme qui avait pour conviction absolue que l'avenir lui appartenait. Celle d'un garçon qui, à 12 ans, écrivait une nouvelle dans laquelle il se rêvait général, à la tête des armées françaises, repoussant les Prussiens. Et puis celle d'un révolté qui, en 40, est entré dans la lumière pour s'être caché dans l'ombre. Le général de Gaulle, toute sa vie, a pris l'avenir pour une page blanche et y a jeté l'encre de sa grandeur. Et pourtant, le 31 décembre 1967, alors qu'il adressait ses vœux aux Français, il prononça cette phrase que seul un ami qui va bientôt vous rendre visite peut restituer. Et là, De Gaulle te dit cette phrase très étonnante. Il te dit, l'avenir, écoute le rythme, l'avenir n'appartient pas aux hommes. C'est beau, on dirait du Peggy, mais on ne comprend pas pourquoi il dit ça. Et oui, comment élucider cette contradiction entre l'homme et sa vie? Soit il s'agissait là d'un élan de modestie, ce vice drapé des apparats de la vertu, ce dernier refuge de l'ego. Mais de modestie, l'homme est peu soupçonnable. Soit De Gaulle ne se considérait pas homme, mais Dieu à demi, et la chose est possible. Alors, à qui appartient l'avenir? Eh bien, l'époque tout entière nous répond aux femmes. Les ateliers de la langue française, eux, résistent. Le gaullisme est donc un féminisme. Oui, oui. Et aujourd'hui, c'est paradoxalement, de l'autre côté du Rhin, qu'on voit de plus en plus de jeunes convertis au gaullisme, où l'idéologie avait pourtant fait des débuts balbutiants, décider comme ça de changer de sexe pour s'approprier l'avenir. Chose récemment rendue facile, puisque sur simple déclaration en mairie, nous pouvons changer d'état civil. Alors, je m'adresse à vous, cher Bertrand, et je vous dis, imaginez cet avenir qui s'ouvre à nous. Sur une simple déclaration en mairie, plutôt que de vous appeler maître, je pourrais vous appeler maîtresse. J'aime tendre le bâtonnier pour me faire battre. Non, les femmes sont des hommes comme les autres. Et c'est bien à l'humanité que De Gaulle a retiré le droit de posséder l'avenir. Alors à qui appartient l'avenir? Aux dieux, peut-être, aux dieux. On pensait que la modernité les avait tués, et les voilà qui reviennent, sorte de pieds de nez divins, à la maxime « ce qui nous tue nous rend plus morts ». C'est une blague de niche. Les dieux, donc. Pour savoir, je me suis rendu en pèlerinage là où De Gaulle est mort, rejoignant ceux qu'il semblait avoir désignés comme ses semblables. Arrivant dans la petite ville récemment renommée Colombey-les-Deux-Mosquées, je m'adresse à Dieu et lui dis « Dieu, est-ce vrai que c'est toi qui possèdes l'avenir ?» Il me dit « Ah là, non! Vous faites des erreurs, cher monsieur, pas moi !» Mais j'ai un collègue dont c'est la spécialité. Il parlait de Janus, le dieu romain du temps, du passé, de l'avenir, des débuts et des fins, des entrées et des sorties, enfin le concierge du Panthéon, le videur de l'Olympe. Janus qui a donné son nom au mois de janvier, qui marque, je vous l'apprends sans doute, le début de la nouvelle année, mais aussi à celle qu'on surnomme la 8e colline de Rome, Janicule. Située de l'autre côté du Tibre. Je me rends donc en Italie, et là, non pas un, mais deux dieux m'accueillent. Janus et Cupidon, accueil somme toute romantique. C'était un samedi, on célébrait Shabbat, ils marchaient deux par Dieu, et ils s'exclamèrent à ma vue « Un gogo, un gogo, un gaulliste !» Je leur dis « Mais non, calmez-vous, ça n'est que moi. » Et je leur pose la question « Est-ce à vous qu'appartient l'avenir ?» Et Cupidon, pourtant héros national de l'amour, semble s'agacer et me dit d'aller me faire voir chez les Grecs.
Quant à Janus, il se retire sur sa colline et je lui dis « Mais Janus, si quand je m'élance, tu pars sur Janicule, comment veux-tu que je t'interroge ?» Il me fallut donc prendre une embarcation pour traverser le Tibre. Et le Tibre, c'était un de ces matins où il était triomphant. Énorme, mon Tibre, débordant de son lit, alimenté d'un flot intarissable qui s'élance vers la mer. Comme quoi, même les fleuves ont un Oedipe compliqué. Et je lui dis, on peut dire que j'avais l'avenir devant moi. Je lui dis, Janus, toi qui as deux têtes, l'une pour regarder le passé et l'autre l'avenir, dis-moi si c'est à toi qu'appartient ce dernier. Et Janus, dans un soupir, me dit, de tout temps, les hommes de ton espèce ont cru que les dieux étaient de leur chagrin les auteurs. Les implorant toujours pour que bons soient les crus, ils ont sacrifié tant de tes frères et tes sœurs. Ils ont bâti des temples, ils ont croisé le fer, chaque jour vers les cieux, joignant les deux mains, ils seraient morts aujourd'hui pour être en paix demain. Et moi, Janus, dieu romain aux deux célestes têtes, je te confie cela, sois-en digne prophète. Je vois les siècles de tes pères à l'ouest du temps et je regarde anxieux tes fils à son orient. Ce n'est pas aux dieux que votre avenir appartient. Nous veillons, certes, mais sans pouvoir, sans influence. Votre avenir, c'est votre lot de naissance. Et c'est vous seul qui le faites. Misérable terrien. Celui qui est mort il y a 54 ans, jour pour jour, un 9 novembre 1970, s'apprête, je le crains, à mourir une seconde fois. Ce qu'a voulu dire Charles de Gaulle, c'est qu'il y a toujours des choses imprévues, des circonstances nouvelles, des conjonctures désagréables, et que si l'homme est bien le centre de sa vie, il n'en est pas le Dieu unique. Mais ce truisme est dangereux. Parce que quoi ? Que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant ? Prendre une religion ? Et comme un prêtre obscur qui de sa vie a fait le don et s'en fait un honneur en courbant le torse, prier par ruse au lieu de devenir par force. Non, merci. Croire que le maigre héritage qu'on nous a légué, scelle pour notre vie l'horizon de notre destinée et sans jamais chercher à s'extraire de son village, enterrer l'avenir et gâcher son âge. Non, merci. Laisser au hasard la poursuite de nos jours ou se dire qu'aujourd'hui demeurera toujours. Perdre avec son avenir son sens du devoir et par peur de grandir. Laisser son pouvoir. Non, merci. Hypothéquant sa fougue, troquant son honneur, affirmer tout haut, une larme dans le cœur, que l'avenir ne nous appartient pas, et pleurer enfin, au soir de son trépas, non, merci. Renoncer à s'élever, se faire patienter, non, merci, non, merci, non, merci. Cher public, l'avenir. L'avenir, oui, il nous appartient, et c'est une évidence qu'il faut se répéter parce que c'est une responsabilité que d'y croire. Tandis que beaucoup renoncent à offrir un avenir à leur sang, et que pour tout remède, on nous offre un réarmement démagogique, alors qu'il est de bon ton de dire que l'avenir, c'était mieux avant. Soyons à l'image de notre contradicteur, résistons. Et comment résister ? En chantant, en dansant, en riant. Car il est vrai que parfois l'avenir semble sombre, comme écrit d'avance. Notre avenir brûle et nous regardons ailleurs. La terre comme l'avenir, ce n'est pas quelque chose que nous héritons de nos parents, c'est quelque chose que nous empruntons à nos enfants. Et il est impossible de nous cacher. Alors ce soir, je ne me cacherai pas, ce que vous venez de m'entendre faire, ça n'est pas de l'éloquence. L'éloquence, c'est le nom qu'on donne à la parole qui jaillit, qui trouve les mots, dans la magie et le hasard d'un instant, pour cheminer jusqu'au cœur de celui qui écoute, et peut-être
le féconder. Alors, pour ce soir, j'avais préparé ma parole, mais si j'ai sacrifié à la spontanéité du discours, il y a une chose à laquelle je ne renonce pas, c'est l'idée que si l'on parle, c'est pour dire quelque chose. Alors, comment faire pour préparer l'avenir, pour le sauver? Eh bien, d'abord en plongeant tout entier dans l'instant, en s'émerveillant, un matin devant les feuilles qui volent, lentement, portées par le soupir d'un matin d'automne, et alors que s'évaporent les ombres de la nuit, et que le soleil horizontal passant entre les branches nous éblouit les yeux. L'aube. Thomas Sachnik.